Et puis, dans le modèle aussi, on a fait la distinction entre les besoins et puis les attentes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions par rapport à ça? Bien, si on commence par les attentes, en fait, les attentes, c'est ce qu'on espère qui va se passer au moment, si on parle de la rencontre d'un clinicien avec un malade, un patient, c'est qu'est-ce qui va se passer durant la rencontre. Donc, le patient arrive avec des attentes. En passant, le clinicien aussi arrive avec des attentes. Alors, le patient, par exemple, peut vouloir être respecté, être compris, avoir le temps de s'exprimer, être guéri. Des fois, il y a des attentes un peu impossibles, mais enfin, le médecin, de son côté aussi, a des attentes, que le patient va l'écouter, que le patient va suivre ses instructions. Et là, on voit qu'il peut y avoir un conflit d'attentes, de fait. Et que ces conflits-là, c'est-à-dire ces attentes mutuelles, devront être explorées, explicitées, pour que les uns et les autres soient satisfaits de la rencontre. Et pour définir les objectifs de la rencontre. Oui. Okay. Bien, c'est-à-dire que les objectifs vont se définir également avec les besoins. Et dans les besoins, il y a différents types de besoins. Pour moi, alors, encore là, il y a des besoins ressentis. C'est-à-dire que le besoin que le patient va ressentir, par exemple, une dame âgée qui a mal à l'épaule, elle ressent de la douleur, et évidemment, son attente, c'est que la douleur soit soulagée parce que le médecin va faire, et donc elle le ressent. Par contre, le médecin, lui, peut avoir détecté chez cette dame-là qu'elle a un peu de difficulté à respirer, que sa tension artérielle est élevée. La patiente ne ressent pas que sa pression artérielle est élevée, elle ne se ressent pas essoufflée. Elle, son problème, c'est la douleur à l'épaule. On voit encore ici que le besoin ressenti et le besoin ici qui a été observé par le médecin n'est pas nécessairement le même. Donc, le médecin, le clinicien, a à se poser ce problème, quels sont les besoins et jusqu'à quel point mon patient ressent ces besoins-là. Un autre exemple, l'ostéoporose. On sait on peut dire que c'est un besoin observé par la recherche, où on a montré que l'ostéoporose entraîne des morbidités importantes. Mais souvent, le malade qui a de l'ostéoporose ne le ressent pas. Une autre chose, par exemple, c'est soit la vaccination ou des choses de santé publique, où le patient, lui, n'a pas les mêmes opinions que le médecin. On voit que dans ces contextes-là, et moi, je pense que notre groupe, on croit beaucoup à ça, c'est que dans le développement de la modélisation, ce n'est pas seulement un processus rationnel, cognitif. Le clinicien doit aussi manifester des compétences particulières, et ici, notamment des compétences en communication, pour être capable de bien comprendre le malade, de bien s'expliquer et d'arriver à une entente réciproque, en fait, à une décision partagée entre le patient et le clinicien. Donc, la compétence communication vient vraiment au service du raisonnement clinique. Elle est essentielle, de toute façon. Je pense, moi, que la démarche de raisonnement clinique va être faussée s'il n'y a pas une bonne communication. On parlait tout à l'heure de la question de mettre en œuvre les thérapies. La même chose pour que les thérapies soient mises en œuvre et que le patient persiste dans le suivi des recommandations du médecin. Il faudrait qu'il s'est établi une bonne relation de confiance et aussi une bonne communication. Bernard Miette, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre perspective. Ça m'a fait plaisir. Merci.